Bongunda Poyou, nous allons parler de cette levée qui fait parler d'elle-même du moratoire de la peine des morts. D'abord, j'aimerais savoir, êtes-vous pour ou contre la levée? Madame, je n'aimerais pas répondre par oui ou non. Hein, c'est une question fermée. Enfin, une question fermée. Vous allez me permettre au moins. En une minute. En une minute, je dirais ceci. La question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas. La question est celle de savoir que dit la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui constitue un peuple. C'est la Constitution qui est le fondement d'un peuple. Ce que vient de dire Divin Tshiswaka ne vous a-t-il pas convaincu assez pour être pour ou contre la levée de ce moratoire? Divin Tshiswaka, c'est un homme intelligent que je connais à travers la télé, bien entendu. Peut-être que ce soit la première fois de le voir en personne. Mais moi, j'aimerais plus lire la Constitution. Allez-y. Voilà. Article 16 de la Constitution. On dit ceci, madame. La personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Non simplement que la personne humaine est sacrée, mais l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. On vous entend, vous êtes Alinéa déjà, 2. On vous entend, vous êtes déjà contre. S'il vous plaît, madame, cette décision d'élever le moratoire. Allez-y rapidement, nous sommes à la télé. Je lis la Constitution. Voilà. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personne, etc. Là, c'est la Constitution. Non simplement que la personne humaine est sacrée, l'État, non simplement qu'il a l'obligation de respecter et de protéger la personne, n'est-ce pas? Mais la Constitution est plus explicite en disant toute personne a droit à la vie. Pourquoi cette illustration? Vous comprenez un peu? Maintenant, quand vous allez lire l'article 220, en fait, qui constitue les dispositions intouchables de la Constitution, ok? Les dispositions matricielles de la Constitution, c'est l'article 220. Lorsque vous allez lire l'article 220, vous allez constater que la personne humaine sur son droit à la vie est citée parmi les dispositions intangibles. Autant on ne peut pas toucher au mandat du chef de l'État, autant on ne peut pas changer la forme de l'État, autant on ne peut pas changer le mode de suffrage, n'est-ce pas, universel, autant on ne peut pas toucher aux droits dévolus à la personne humaine conformément à la Constitution. Du coup, il faut laisser le monde faire tout ce qu'il veut faire. C'est lui qui veut rejoindre la rébellion, il peut faire la rébellion au pays. C'est lui qui veut rejoindre les camps de l'ennemi pour traquer les Congolais. Il peut le faire comme bon lui semble parce que la Constitution protège le droit de la personne. C'est ça, non? Ce n'est pas ce que je vais dire. Vous savez, pour réfléchir bien, il faut commencer par poser les bases. OK? Moi, personnellement, je suis pour qu'on puisse fusiller les gens. Et lorsque, peut-être partout où je suis passé, j'ai été favorable à l'instauration d'une dictature du salut public. En fait, moi, vos histoires de démocratie, vos histoires de multipartisme intégral, vos histoires de droits de l'homme, ok, je ne suis pas favorable à ça. Parce que j'estime que dans les contextes où nous sommes, le Congo a besoin d'un chef fort, ok, d'un régime autoritaire capable d'imposer les monopoles de la violence physique légitime. Je donne déjà ma position. Ok, là, c'est ma conviction personnelle. Ok, c'est ainsi que je propose, par exemple, qu'on puisse changer... Vous estimez que le Congo n'a pas encore un homme fort? Le chef, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, il est trop tolérant. Le chef, ok, il est trop tolérant. Ok, et lui-même l'a reconnu qu'il y a plusieurs erreurs qu'il a eu à commettre, qu'il ne va plus recommencer. Pour entrer dans les contextes précis, madame, ici, il ne s'agit pas si je suis d'accord ou pas. La Constitution déjà protège les gens. Maintenant, il faut savoir pourquoi on a inséré ces dispositions. Parce que cette Constitution, c'est le produit, n'est-ce pas, de 1 plus 4. De 1 plus 4. Ok, en 2000, lorsqu'il fallait envisager la possibilité de réunir tous les belligérants, n'est-ce pas? Chaque belligérant devrait se protéger. Parce qu'ils avaient finalement recouru aux armes. Ils avaient tué des gens. Ils avaient de sang dans leurs mains. OK? Ainsi donc, il fallait se protéger. C'est ainsi qu'ils se sont protégés à travers cette Constitution. Voyez-vous? Ils se sont protégés. Parce que du coup, on n'a pas la facilité de mettre la main sur eux, d'autant plus qu'ils ont verrouillé même la disposition en question, l'article 16. Voyez-vous? Là, c'est l'esprit. Maintenant que nous estimons qu'il y a beaucoup de traîtrises, ok, au niveau de nos forces armées, et qu'il faudrait lever, n'est-ce pas, le moratoire sur la peine de mort, la question, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'aller vaille que vaille, parce qu'on a besoin de mettre fin à la traîtrise. Non. Il faut d'abord comprendre que ça fait partie des dispositions verrouillées, et entre-temps,
engager un débat sur la possibilité de changement constitutionnel. Parce qu'on ne peut toucher une disposition verrouillée que par le référendum. C'est-à-dire qu'il faut engager un débat sur le changement constitutionnel. Ce n'est que par ces mécanismes, parce que même l'Assemblée nationale n'est pas habilitée à déverrouiller une disposition verrouillée. Mais quel est l'objet de la peine capitale dans le contexte qui est le nôtre? En fait, madame, j'aimerais dire une chose. J'ai entendu le présentateur parler du droit pénal, etc. Il faut comprendre que tous les instruments juridiques sont subordonnés à la Constitution. Vous pouvez avoir un droit pénal, n'importe quelle branche de droit, qui peut prévoir ou pas, mais les textes fondamentaux dans l'organisation d'un État, c'est la Constitution. Maintenant, pour rentrer dans le contexte congolais, madame, vous savez que le militaire, en réalité, il ne font que la volonté des hommes politiques. Ok? Les militaires ne sont rien d'autre que les exécutants, n'est-ce pas, de politique. Si nous avons la traîtrise au niveau de l'armée, est-ce qu'au niveau de la politique, on n'a pas la traîtrise? Moi, je suivais personnellement le président de l'Assemblée nationale en train de dire aux députés nationaux, Bobima, Nabitumbawana. Parce que, en fait, c'est connu, ce n'est pas un secret de polichinelle, que certaines autorités politiques sont impliquées dans ce qui se passe à l'est du pays. Et donc, s'il faudrait appliquer la peine de mort, je pars du principe que même s'il faudrait envisager la possibilité d'appliquer la peine de mort, peut-être en respectant la procédure, ok, il ne faudrait pas simplement voir le militaire. Il faut surtout et plus viser les politiques, parce que s'il y a corruption, s'il y a peut-être infiltration, c'est à tous les niveaux de responsabilité, en commençant par les hommes politiques. Rapidement, dernière question. Selon vous, si, à part la peine de mort, aujourd'hui, qu'est préconisez-vous comme sanction pour mettre fin à cette traîtrise? Non. Il faut d'abord commencer par avoir peur de lancer le débat. Okay? Il faut d'abord commencer à lancer le débat sur la possibilité des restrictions de liberté. Okay. On a besoin de construire un Congo fort. Aujourd'hui, on ne peut construire un Congo fort qu'avec un régime spécial. Le régime où nous avons actuellement avec le semi-présidentialisme, madame, ça cause trop de désordre. Ok? Moi, je suis favorable à la restriction de l'espace politique. En fait, quand je suis en train de faire l'analyse par rapport à la Constitution, c'est que j'aimerais, soit on a le courage de dire que ça ne va pas, vous convoquez le Forum national du salut public, vous suspendez l'ordre constitutionnel, vous imposez la dictature du salut public. C'est possible. C'est la meilleure voie. Mais s'il faudrait ne pas respecter la Constitution pour